et du commerce. La conférence exhorte les États membres à poursuivre les réformes économiques engagées et s'employer à mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de leur plan de redressement économique afin de minimiser l'impact social de la COVID-19, en particulier sur les groupes vulnérables, au titre de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique. La conférence prend acte du rapport du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ainsi que des recommandations qui y sont contenues. S'agissant de la situation au Mali, la conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un président et un premier ministre civil pour une période de 12 mois. La conférence maintient les décisions prises lors de son sommet extraordinaire tenu le 28 août 2020 et prend note des consultations en cours entre les acteurs maliens initiées par le Conseil national du salut du peuple. Concernant la Guinée-Bissau, la conférence se félicite des progrès enregistrés en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, notamment l'Assemblée nationale et le gouvernement. En conséquence, elle décide du retrait de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau et exprime toute sa reconnaissance aux pays contributeurs de troupes et d'éléments de police pour leurs efforts en faveur de la stabilisation du pays au titre des élections dans la région. En ce qui concerne les prochaines élections présidentielles au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger, la conférence note avec satisfaction que la plupart des États membres ayant les élections en 2020 en seraient à leur 5e ou 6e cycle électoral. Cela constituera un test important de l'engagement de la région en faveur de la consolidation démocratique. La conférence appelle les États membres à créer un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques, inclusives et transparentes. Au titre de l'élection du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement ont élu son Excellence M. Nana Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pour assumer la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour un mandat de 1 an. Date et lieu du prochain sommet, la date et le lieu de la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement seront communiqués à une date ultérieure après consultation avec les chefs d'État et de gouvernement. De son côté, la première dame, Haja Aïssata Issifou, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, a présidé la cérémonie de remise des prix de l'excellence aux meilleurs élèves de l'année scolaire. C'était mercredi dernier au centre de conférence Mahatma Gandhi. Haïssa Adamou commente les images des confrères de la télévision Dunia. Cette cérémonie marque la 10e édition de remise du prix d'excellence et du mérite. Ce prix est organisé par la Fondation Gourivi Meilleur en partenariat avec les ministères en charge de l'éducation et de la formation en vue de promouvoir, entre autres, l'éducation de qualité, encourager l'excellence et contribuer au développement socio-économique du Niger. Dans son allocution, la première dame a rappelé la mission de sa fondation. Le numérique doit permettre aujourd'hui à l'école nigérienne de tout faire autrement, grâce aux énormes possibilités qu'il offre. L'éducation doit connaître une véritable révolution en son sein que la Fondation Gourivi Meilleur que je préside a pour accompagner des actions de gouvernement, créer une initiative qui intègre l'éthique dans le secteur de l'éducation à travers le projet intitulé Projet informatique pour tous, PIPT, dédié aux établissements scolaires du Niger. Ce projet vise à moderniser notre système de l'éducation et de la formation dans son ensemble. La Fondation Gourivi Meilleur a ainsi aménagé et équipé 28 salles informatiques à l'échelle nationale.
Ce projet suit son cours et bientôt, nous allons équiper 2 universités de nos régions. En ce qui concerne les prix, Hajia Aïssata a annoncé que seuls les premiers de chaque cycle vont recevoir leur prix au cours de cette cérémonie. Chers élèves, chers étudiants, lauréats de l'édition 2020, vous avez clôturé avec brio cette année académique 2019-2020, malgré le contexte lié à la pandémie de la COVID-19. Cette célébration en ce jour couronne donc votre succès de la plus belle des manières. C'est donc avec beaucoup de plaisir et une immense fierté que nous allons procéder à la remise de ces prix qui témoignent de l'excellent travail que vous avez accompli jusqu'ici. Je vous en félicite et vous encourage à poursuivre dans cette voie de l'excellence que vous avez choisie. Aux enseignants et encadreurs, je reste toujours admirative devant la passion qui vous amène, qui vous anime de transmettre votre savoir et je tiens à vous féliciter pour l'excellent encadrement que vous avez offert à nos jeunes lauréats. En tant que parents, nous faisons en sorte de préparer nos enfants autant que nous le pouvons, mais c'est bien grâce à vous, à vos compétences d'enseignants, aux conseils que vous leur prodiguez et à votre patience qu'ils réussissent à franchir les obstacles et réaliser les prouesses telles que celles-ci. Intervenant au nom des ministères en charge de l'éducation et de la formation, M. Yehouza Sadissou s'est félicité de la tenue de cette cérémonie avant de remercier la première dame à travers sa fondation pour son abnégation et son initiative visant à promouvoir l'excellence et l'éducation de qualité de notre pays. Le représentant spécial du secrétaire général du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambaz, en visite au Niger à l'occasion du 57e sommet de la CEDEAO, a initié donc des rencontres avec la classe politique et la société civile. C'est ainsi que le 9 septembre dernier, Ibn Chambaz a rencontré la MRN. Suivez les explications du président de la MRN à l'issue de leur rencontre. Monsieur Chambaz a mis à profit son dernier séjour ici pour rencontrer les partis de la mouvance présidentielle et s'entretenir avec eux sur les conditions de préparation des élections. Nous lui avons fait part du processus en question, de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés et là où nous en sommes aujourd'hui et la façon dont nous abordons l'avenir. Nous lui avons expliqué que ce code électoral est un code qui résulte de recommandations qui ont été faites par toutes les réunions du CNDP de l'année 2016, mais que nous avons constaté que l'opposition boycotte ces travaux depuis la fin des élections de l'année 2016 et que le contenu du code électoral est tout à fait conforme aux aspirations de tous les citoyens. Et nous lui avons dit que nous sommes convaincus que tous les partis politiques prendront part aux prochaines élections et à toutes les élections, que tous les partis politiques sont en train de se préparer très fébrilement pour prendre part à ces élections. C'est parce qu'ils croient et c'est parce qu'ils savent surtout que ce sera des élections libres, démocratiques et honnêtes. Il y a une stratégie de la part de l'opposition que nous leur avons expliquée et au sujet de laquelle, de toute façon, ils ne sont pas dit, ils la comprennent très bien. Et vous verrez, ainsi que nous venons de le dire, que tous les partis prendront part à ces élections. C'est parce qu'ils ont confiance de ce qui est en train d'être fait qui sont en train de se préparer. Nous ne connaissons pas un seul parti qui en a les capacités, qui n'est pas en train de préparer des dossiers pour toutes les élections. C'est la preuve que ce code électoral garantit les conditions d'équité, de liberté et de justice qui sont nécessaires pour qu'un parti politique prenne part à des élections. Lorsque vous savez que vous n'avez aucune chance de faire prévaloir vos droits, vous ne prenez pas part à une élection. Moi, en tout cas, je ne le ferai jamais. Nous ne le ferons jamais. Et si nous savons que tout le monde est en train de se préparer pour ces élections,
c'est parce que nous sommes sûrs que, au-delà du discours, ils savent que ces élections sont régies par des textes qui sont des textes justes, c'est le code électoral en l'occurrence, et ils savent que leur participation au processus électoral est garantie par un texte sur lequel il n'y a pas beaucoup de débats à faire. L'Assemblée nationale, à travers sa commission des affaires sociales, est venue en aide aux populations sinistrées des inondations à hauteur de 5 millions de francs CFA. C'était lors d'une visite entreprise au niveau des quartiers Saga et Aéroport par le bureau de la dite institution avec le président Hussein Tini à la tête de la délégation. Ralia Sami, Abdel Nasser, Amadou. C'est pour s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent les sinistrés des inondations enregistrées qui se comptent par milliers au titre de la région de Niamey que le bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Hussein Tini, a effectué cette visite au quartier Saga et l'aéroport. Lors de cette visite, le bureau a tenu à apporter son aide à ces sinistrés. Les catastrophes et les dégâts de toute nature et multiformes causés par les crues du fleuve Niger. Nous félicitons le gouvernement et toutes les autorités administratives qui ont déjà apporté les soutiens les plus urgents en termes sanitaires, en termes de relogement, en termes de vêtements, en termes de nourriture aux populations sinistrées. Je tiens à féliciter particulièrement le gouvernement et le gouverneur de la région de Niamey pour toutes ces actions qui ont été engagées dans l'urgence. Mais au-delà de ces différentes actions, il conviendrait de mettre en place une chaîne de solidarité au niveau national et au niveau international. Nous allons nous réunir incessamment au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour tirer toutes les conséquences de cette situation malheureuse. Maintenant, il faut dorénavant que les solutions les plus pérennes, les plus durables puissent être trouvées pour répondre aux défis du changement climatique. Il faudrait que le gouvernement et peut-être même tous les candidats aux élections locales, législatives et nationales puissent présenter des programmes structurants de résilience face à ce changement climatique. Ce sont les seules solutions durables qui vont nous permettre de couper le cycle infernal d'inondations et de sécheresse que nous connaissons depuis plusieurs décennies. En réceptionnant ce don au nom des sinistrés, le gouverneur de la région de Niamey a rassuré qu'il ira droit aux bénéficiaires. Au site de relogement de l'aéroport 4 témoigne éloquemment de votre préoccupation quant à l'avenir, quant à la sécurité des Nigériens. Je vous remercie infiniment et vous demande de transmettre au président de l'Assemblée nationale, à l'ensemble des députés nationaux, que ce geste de solidarité nationale vient à point nommé et nous permettra de résoudre les problèmes les plus urgents de relogement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et d'alimentation. Donc, je vous garantis que cette somme ira droit aux légitimes bénéficiaires. À travers ce geste, les parlementaires viennent de démontrer leur solidarité aux familles frappées par cette catastrophe hydrique. Les autres institutions de la République sont aussi interpellées à leur emboîter le pas afin qu'ensemble on puisse faire face à ces fléaux. Juste après avoir constaté de visu les dégâts occasionnés par les inondations, le bureau de l'Assemblée nationale a fait un communiqué relativement à la situation. Je vous propose de suivre ce communiqué lu par le secrétaire parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par son Excellence M. Hussein Tini, s'est rendu sur les sites inondés suite aux crues du fleuve Niger.
le bureau a constaté des dégâts graves et multiformes sur les logements, les champs, les aménagements hydro-agricoles, la flore et la faune. Il a également noté les solutions d'urgence engagées par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, le bureau présente ses condoléances émues aux familles ayant perdu leurs membres à la suite des inondations et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Exprime sa compassion à l'ensemble des sinistrés sur toute l'étendue du territoire national. Exprime sa profonde préoccupation face à l'ampleur des catastrophes, dont le bilan provisoire indique notamment plus de 330 000 sinistrés, 51 décès, plus de 5 000 hectares de cultures impactées sur l'ensemble du territoire national. Demande au gouvernement d'intensifier les efforts pour soutenir les personnes impactées en termes d'abri, de nourriture, de vêtements, de soins et de sécurité. Se félicite de la mise en œuvre des mesures d'urgence engagées par le gouvernement pour porter secours à toutes les victimes des inondations et l'encourage à développer une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. Félicite et encourage les professionnels du secours, les forces de défense et de sécurité et toutes les bonnes volontés engagées jour et nuit pour porter secours aux sinistrés. Invite toutes les structures de l'Assemblée nationale à manifester comme à l'accoutumée et collectivement leur solidarité aux populations concernées. Exhorte l'ensemble de nos compatriotes à la solidarité agissante à l'égard de nos concitoyens frappés par les calamités hydriques. Invite la communauté internationale à soutenir notre pays pour prendre en charge les conséquences immédiates des sinistres actuels et pour prévenir les risques hydriques futurs. L'université Abdou Moumouni de Niamey aussi n'est pas épargnée par le fléau de l'inondation. En effet, la faculté des sciences de la santé est aussi envahie par les eaux débordantes. Le constat avec Zainab Gagara et Ibrahim Kantama. La menace des eaux du fleuve Niger devient de plus en plus inquiétante. Au fur et à mesure que la côte du fleuve augmente, de plus en plus de quartiers sont concernés par l'inondation. Même l'université Abdou Moumouni n'est pas épargnée par le fléau. La faculté des sciences de la santé est en effet atteinte. Nous sommes en tout cas dans une situation de détresse totale et de stress. Parce que tout d'abord l'année a été une année, en tout cas, de désordre si vous voulez, que ce soit les grèves des enseignants-chercheurs et aussi l'histoire de Covid-19. On n'a pas pu terminer l'année et voilà aussi, aussitôt à la rentrée, une inondation qui inonde la faculté des sciences de la santé. Ici, nous sommes dans l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences de la santé. Et vous avez constaté avec nous, tous les bureaux ont été envoyés. Les matériels même de labo qu'on a dans la salle de labo qui n'ont même pas été inaugurés. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a comme documents et matériels sont en tout cas inondés. On a pu les déplacer, nous sommes en tout cas dans le désespoir. Notre bibliothèque, en tout cas a été aussi inondée. Et pas moins de 2000 documents, en tout cas, qui sont endommagés. Et on a pu sauver ce qu'on peut sauver. Puis actuellement, vous pouvez voir un peu partout, l'eau est en train de venir, en train d'engloutir et d'envahir nos chambres. Actuellement, nos amphithéâtres, nos salles de cours au niveau de la FSS ont été englouties. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas parler encore d'une reprise conséquente. Et voilà pourquoi nous avons lancé ce modèle de 112 heures afin que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires et qu'on puisse effectuer la rentrée. Notre équipe en reportage au niveau de la faculté des sciences de la santé a coïncidé avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en visite sur les lieux. C'est véritablement un désastre. Nous avons perdu beaucoup d'équipements. Cela va considérablement affecter le programme que nous avons fait pour le rattrapage, pour le sauvetage de l'année académique 2019-2020. Mais ce qui est sûr, nous allons rapidement nous concerter pour voir quel plan d'urgence peut-il faire, un plan de riposte à cette catastrophe naturelle. Ça a affecté une grande partie de la rive droite. L'université en a pris un sérieux coup. Mais Inch'Allah, nous allons nous réorganiser très rapidement
pour sauver ce qui peut l'être. Je profite pour saluer les réactions promptes de l'administration et des étudiants, en tout cas, qui se sont donnés volontaires pour sauver un certain nombre d'équipements. Vous l'avez vu, des équipements qui sont entassés ici au niveau de l'amphithéâtre en hauteur. C'est que nous avons perdu beaucoup, mais nous avons également sauvegardé beaucoup. Nous avons perdu également une partie des vivres pour les étudiants stockés dans les magasins. Donc, Dieu merci, plus de peur que de mal de ce côté-là. Mais l'un de l'autre, nous allons voir au niveau du gouvernement quelle réponse nous allons apporter urgemment pour redémarrer les activités académiques. Au vu de la situation actuelle, la rentrée universitaire n'est pas garantie à la date prévue. Après l'expiration ce jour 9 septembre 2020 d'un premier mot d'ordre de 72 heures, les étudiants comptent renouveler cette grève jusqu'à ce que les conditions d'une bonne reprise académique soient réunies. L'Observatoire Femmes et Médias, en collaboration avec l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest et l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, APACA Niger, organise une journée de réflexion sur les résultats du Media Watch réalisé par le Conseil supérieur de la communication. Retrouvons une fois de plus Zainab Gagra, cette fois-ci sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. C'est dans le cadre de la gestion de cette pandémie que le Conseil supérieur de la communication a réalisé un Media Watch et a abouti à certains résultats. C'est donc à l'effet de réfléchir sur les résultats de ces Media Watch que se tient cette présente journée qu'organise l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger. La seconde vague annoncée dans plusieurs prédictions scientifiques s'annonce déferlante, faisant courir les risques d'un nouveau confinement, synonyme d'effondrement de l'économie mondiale et par conséquent de toutes les valeurs sur lesquelles sont bâties les relations entre les hommes et les nations. Voilà décrit succinctement le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui pour apprécier ensemble non seulement la couverture de l'information liée à la pandémie de la COVID-19, mais également les traitements des questions relatives aux femmes dans cette période. À l'occasion du dialogue de haut niveau en ligne sur la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation dans la COVID-19, le 4 mai dernier, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, déclarait, je cite, l'antidote à la pandémie de désinformation sur la COVID-19, c'est l'information fondée sur les faits présentés par des médias libres et indépendants. Fin de citation. C'est exactement l'objet de notre rencontre de ce jour. Amener les médias à assurer la couverture de l'information sur la COVID-19 avec efficacité et efficience dans l'intérêt de tous. Les médias à travers ces rapports, a permis d'avoir une photographie nationale de la façon dont les médias couvrent la COVID-19. Ce rapport sera utilisé comme outil de sensibilisation des acteurs médiatiques, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes. Les populations doivent être conscientes du danger en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires, car le retour à la normale est loin d'être garanti. Dans cette crise sanitaire, aux conséquences désastreuses que connaît le monde depuis plusieurs mois, le rôle des médias est crucial. Avec leur pouvoir de formater les opinions, les médias sont capables de changer les perceptions des populations dans un sens positif comme dans un sens négatif. Ce pouvoir de double tranchant appelle de la part des journalistes un sens élevé de responsabilité, en évitant notamment les fake news, la stigmatisation et la discrimination. Dans ce contexte de crise sanitaire, les journalistes doivent plutôt, par leur travail, amener les populations à prendre conscience du danger en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19
continue d'imposer son rythme à l'humanité tout entière, car aucun secteur n'est épargné. Le Covid-19 est une maladie qui tue, elle n'a ni médicaments ni vaccin. Respectons les gestes barrières et la distanciation sociale. L'école coranique Madrasa Saoudat Oumoul Mouminina a organisé une cérémonie de remise de certificats de fin d'études coraniques. Elles sont au total 17 apprenantes à recevoir leur certificat jeudi dernier. Zainab Gagra, Ibrahim Kantama nous font vivre l'ambiance de la cérémonie. La lecture du Saint-Coran possède des bienfaits majeurs. Elle occupe une place de choix dans la vie des musulmans. L'école coranique ne prépare pas à un métier ni à un rôle, mais seulement à être un croyant, un homme parfait. don wannan makaranta fara ta zo yanzu shekara 10 gashi an samu hammata 17 da sun ka sauka cikin wannan makaranta kuma kun gani yanda mutane sun ka game suna kallon mu hakan ga wani farin ciki na tun nan cikin duniya kakane gobe kiyoma an mun yi aiki da wannan alkur'ani sai kasancewa kuma ina kiran mata uwanmu da annan suna kallon mu su yi kokarin sa cikin rayuwar su dauki wannan guri wata ran a ganin su haka su ma ana kallon su hakan ga sun sabke alkur'ani su samu rahamar shi ina ji farin ciki na dai kenan. L'école coranique prépare la personne ou le jeune à être un bon citoyen, entendu au sens de bon musulman et au service de sa communauté. Yau ni ina ce ma an ga murnar da nake yi sai ma an ce nayi ƙarya alhamdulillah saboda makaranta ce wadda mun haraye kusa shekara 10 alhamdulillah wanda kuma ɗalibanta mutane na masu kokari sosai ɗalibi kusa ɗalibi 17 dai kamar yadda kun kaji a ambata da sun ka zo sun ka sabka cikin wannan makaranta wallahi ina mai farin ciki sosai da sosai ina mai godiya zuwa ga ubangiji wayanda ake fuskanta sannan kuma akwai abun farin ciki sosai kamar irin hakan gama ya isa ma a ce yau alhamdulillah ɗalibai na sun sabka sun zo sun yi karatun Kur'ani cikin waɗanda an ka gayyato an samu cikin waɗanda sun karanta alkur'ani ta samu kujerar maka kyauta wallahi wannan dai ya ishe ni farin ciki ko da ma na fuskanci wasu matsaloli ta wallahi duk sun shahi yau ranar yau ta isa murna ina kira ga sauran mata su yi kokari su zo su nemi ilimi saboda ilimi shine hasken rayuwa zaka ganin mai ilimi wanda dan makaranta akwai abun da in ya zo mishi shi wanda bai da ilimi jahilin nan da bai san komi ba abun ya zo mishi sai dauki kamar gudan duniya ce an ka dauka an ka azamai garai amma dalibi wanda ya sa hadisan manzo Allah da ayoyi Allah subhanahu wataala wallahi abu idan ya zo mishi sai ma mutane na mamaki to ku diba wani kamar abu kaza bai faru garai ba saboda mi saboda ya karanci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu lahu khair mamaki a cikin al'amarin mumini wanda shi mumini al'amarin shi duka alkhairi ne idan wani musiba ta same shi sai ya hankuri sai Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alkhairi Allah ya bashi kuma ladan hankuri ya kama alkhairi in kuma alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah kun sai Allah ya kara mishi. Un hadith du prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui a dit: lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Il est donc important pour les musulmans d'initier leurs enfants à la lecture du Saint-Coran. Clôturons donc cette rétrospective de la semaine avec la revue de la presse hebdomadaire avec Ralia Sami qui a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception, bon début de semaine, bonsoir. Mercenariat politique nommant une marionnette manipulée. Écrit dans ses titres à sa une, le journal L'actualité, pour qui le parti ne peut plus regarder faire. Il a à prendre le taureau par les cornes, a opté pour une grande chirurgie qui soigne le parti d'une gangrène qu'on ne peut laisser se cancériser dans le corps politique. S'il a, connaissant bien le jeu malsain de certains, laissé faire, c'est qu'il a pensé que lorsque les orpailleurs politiques se seraient rendus compte du caractère infructueux de leur archéologie, ils pourraient revenir à de meilleurs sentiments, car ce n'est pas eux que les humanistes aiment, mais Hama Amadou dans le combat de la dignité qui est le leur aujourd'hui. Écrit à sa une L'actualité.
Le journal poursuit dans ses colonnes qu'il est temps de parler, de crever l'abcès, de révéler à l'opinion tout le complot ourdi de l'intérieur par des hommes que l'on croit acheter pour saboter le parti et mettre en difficulté un candidat qui dérange. Ceux qui s'agitent à arracher le parti savent qu'ils n'ont aucune envergure pouvant leur permettre de prétendre reprendre et gouverner le parti, écrit toujours le confrère, pour qui le modèle Falouman Africa n'est ni un royaume sur lequel peut trôner le prince Noma pour décider seul de ce que devra faire le parti, fut-il un président intérimaire, ni un héritage sur lequel il aurait tous les droits dans le mépris du peuple qui le compose. Peut-être que le parti avait mis du temps à comprendre le jeu de l'homme qui a insidieusement travaillé à discréditer certains grands militants de la première heure, à savoir Omar Hamidou, dit Ladanchana, Lady Gross et l'honorable Daouda Nuhu, écrit toujours le confrère. Avec le recul, il est loisible de comprendre aujourd'hui le jeu de celui qui se faisait passer pour un des inconditionnels de Hama Amadou. Quant au journal La Rue de l'Histoire, il rapporte à propos du modèle Falouman Africa que le président par intérim reste intransigeant. Le président par intérim du mouvement démocratique pour une fédération africaine moderne Falouman Africa, Oumarou Noma, reste intraitable face à certains responsables du parti qui refusent de se soumettre à son autorité et surtout de se conformer au texte du parti et aux dernières décisions de justice intervenues dans le contentieux qui l'opposait à certains militants. Après une réconciliation de façade, tant à travers la réunion du bureau politique qu'il a présidé au lendemain de la décision de justice du 5 août, le confirmant comme président par intérim et la mise en scène du congrès du parti Aminamen de Omar Hamidou Tchana, où Oumarou Noma s'est laissé entraîner courtoisement à saluer le président historique du moderne Faloumana Hama Amadou, qui lui voue un terrible mépris. Depuis qu'il a assigné le parti en justice, les tensions ont repris de plus belle, nous apprend le confrère. Mais cette fois-ci, avec une stratégie de la part de ses adversaires de vouloir le dribbler en le piégeant. Mais, à force d'être minimisé, le président Oumarou Noma a compris que son seul paravent, c'est la maîtrise des textes du parti. Grâce désormais aux textes dont il a fait son chevet de lit, il confond ses adversaires politiques qui ne savent plus à quel sein se vouer. Plus loin dans ses colonnes, le journal rapporte la crise au sein du MNSD. Seyni Oumarou va-t-il frapper, s'interroge en gros le journal. Pour la première fois depuis le début de la crise profonde qui affecte le parti, on parle au sein du MNSD de sanctions disciplinaires. Depuis quelques semaines, dans l'entourage du président Seyni Oumarou, cette hypothèse était brandie mais n'avait pas été abordée au cours du congrès extraordinaire du 15 août en raison, indique-t-on, de certains obstacles contenus dans les textes fondamentaux du parti. Raison certainement pour laquelle ce point est inscrit en pole position à l'ordre du jour de la réunion du jeudi 10 septembre 2020. Il faut donc, selon le confrère, s'attendre à des sanctions dans les rangs du MNSD à l'issue de la réunion du jeudi 10 septembre 2020. Toutefois, précise le journal, Seyni Oumarou a encore quelques équations à résoudre au niveau des membres du bureau politique national, dont beaucoup ne sont pas encore totalement acquis pour sa cause. Les sections de Maradi, de Zender et de Tawa, qui ont récemment déclaré lui avoir retiré leur confiance, constituent des obstacles sérieux à surmonter, sans compter, selon le journal, la section à triple tête de Difa et la section de Niamey où il compte de nombreuses oppositions. Dans tous les cas, estime le journal, la réunion du jeudi 10 septembre 2020 du bureau politique du MNSD Nassara s'annonce houleuse. Seyni Oumarou aura à déployer tout son tact pour sauver le parti d'un énième schisme ou exacerber les tensions avec les risques d'éclatement à la veille des échéances électorales de 2020-2021. Une équation difficile à résoudre, estime le confrère. Puis, en ce qui concerne les élections 2020-2021, l'opposition veut-elle d'un audit neutre, s'interroge pour sa part le canard déchaîné. L'opposition politique a toujours exigé que le fichier électoral biométrique soit audité par des entités neutres afin de garantir la fiabilité du résultat final. Ce qui suppose, bien évidemment, selon le confrère, que le processus d'audit soit mené par des structures internationales qui jouissent d'une crédibilité et qui
ne peuvent être accusés de soutenir un camp politique au détriment de l'autre. L'opposition a de toute évidence trompé l'opinion publique et internationale en exigeant que ses représentants participent à l'audit du fichier, écrit le confrère. Pour qui c'est une incongruité de taille, car cela suppose que les partis de la majorité de l'opposition et des non-affiliés continuent de s'entre-déchirer à propos du dit fichier, avec pour conséquence de perturber un processus électoral qui est déjà bien parti. La question que l'on doit se poser, selon le confrère, est celle-ci. Que cherche l'opposition politique nigérienne? Est-elle réellement prête à aller aux compétitions électorales à venir? Cherche-t-elle au contraire à perturber, voire empêcher un processus électoral pour lequel elle se sait perdante d'avance? Toutes ces questions se posent actuellement au moment où l'opinion publique nationale assiste impuissante au rejet systématique de l'opposition politique par rapport au processus actuel. Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui, il rapporte à sa une que l'opposition rejette totalement l'audit de l'OIF. Il faut rappeler, selon le journal, que c'est par lettre du président de la CENI adressée au chef de file de l'opposition le 24 août 2020 que la CAP 2020-2021 a été invitée à désigner 2 experts pour prendre part aux travaux et actions du comité. Le président de la CENI, Maître Issaka Souna, écrivait notamment que son institution avait demandé à l'OIF, à la CEDEAO et à l'UA de soumettre le fichier électoral biométrique à un audit conjoint prévu pour se dérouler la première semaine de septembre et que cette démarche se veut inclusive et transparente. Une mission composée d'experts qui examinera le fichier électoral biométrique et veillera à ce que les éventuelles anomalies pouvant exister soient identifiées et corrigées. Voilà pour les intentions. Dans les faits, les experts des partis politiques sont considérés comme des simples observateurs dans le comité ad hoc présidé par le vice-président de la CENI et non moins militant du PNDS Taraya Aladoua Amada, et où siègent 7 autres représentants de la CENI, dont Oumarou Malam, Atahir Mahamad, Oumarou Seidi, Ousmane Li, Issoufou Boubakar, tous militants du PNDS Taraya, ainsi que Moubamba et Ismaël Dere au titre de Gemalto, l'opérateur technique. Puis, en ce qui concerne la coalition CAPOV 2020-2021, la roue de l'histoire écrit en gros à sa une, le jeu trouble et ambigu de l'opposition. Plus les échéances électorales de 2020-2021 s'approchent, plus les partis politiques de l'opposition, qui ne se sont visiblement pas préparés à affronter les urnes, s'organisent. Après avoir essayé plusieurs regroupements politiques qui ont volé en éclats, les 4 fronts de l'opposition politique, à savoir le FRDDR, le FOI, le FP et le FDR, qui agissaient depuis quelques mois en synergie, viennent de formaliser une coalition dénommée Coalition pour l'alternance démocratique CAP 2020-2021. À travers l'acte fondateur de cette coalition politique, ses initiateurs ne cessent de claironner sur tous les toits à l'alternance démocratique. Mais paradoxalement, à entendre les propos de certains leaders politiques de ce regroupement politique, on est loin de cette alternance démocratique et pacifique. Certains parlent de lutte, d'autres même de mobilisation et d'autres termes qui invitent à l'insurrection populaire. Toutefois, précise le journal, dans cette coalition hétéroclite d'une vingtaine de partis politiques, il y a des leaders qui croient à l'alternance démocratique et qui s'inscrivent dans le processus électoral en cours, s'activant à sensibiliser leurs militants dans cette perspective. C'est sur ce fond de divergence sur les objectifs visés par les différents partis politiques qui composent cette coalition que le CAP 2020-2021 a opéré sa première sortie médiatique, rejetant l'audit du fichier électoral biométrique, base essentielle des élections 2020-2021, réceptionné par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI le 2 septembre 2020. Un rejet fantaisiste selon le confrère qui en dit long sur la perception et les visées de certains acteurs de l'alternance démocratique nouvelle formule. Au journal L'Expression d'ajouter que le ridicule ne tue pas au Niger. Les Nigériens ont été ébahis. Ils ont appris avec surprise et amertume la nouvelle danse de l'opposition politique nigérienne. Cette danse se résume selon le confrère par la création d'une coalition dénommée CAP 2020-2021
Un mouvement JAR M5 au Mali pour renverser le régime de Issoufou Mahamadou est à tout prix, même si pour cela il faut piétiner des morts pour accéder à la magistrature suprême du pays. Ce mouvement est mort-né, indique le confrère, du fait du manque de leader JAR, l'imam Diko et de l'aval du peuple. Il est aujourd'hui totalement voué à l'échec. La coalition politique mise en place le mercredi 2 septembre 2020 par les partis politiques de l'opposition nigérienne est, selon le confrère, le résultat des confitures totales de cette opposition politique et en mal de crédibilité et de popularité. Une opposition désapprouvée par les Nigériens. Quand on estime qu'un régime a failli, il lui faut, selon le confrère, le sanctionner à travers les urnes et uniquement par les urnes. Toute autre forme de remise en cause d'un gouvernement démocratiquement mis en place est, selon le confrère, contraire à la démocratie. CAP 21 peut-elle atteindre ses objectifs dans ce postulat va-t-en-guerre? CAP 21 a-t-elle quelle légitimité pour appeler les Nigériens à la révolte, à l'insurrection et voire à la guerre civile? S'interroge le journal. Puis le 57e sommet ordinaire de la CEDEAO, le journal Le Temps rapporte dans ses titres que devoir accompli, Issoufou passe le témoin à Nana Akufo-Addo. Le lundi 7 septembre 2020, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à la cérémonie officielle d'ouverture de la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale. Dans un discours d'ouverture devant ses pairs ouest-africains au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, le président Issoufou Mahamadou a indiqué qu'au cours de son mandat à la tête de la CEDEAO, il a mis l'accent au moins sur 3 domaines, les grandes priorités du moment, à savoir la sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et à l'intégration économique. Sur le plan de l'intégration économique, les différents programmes ont souffert des effets de la pandémie à Covid-19, a dit le chef de l'État. En ce qui concerne la situation politique et sécuritaire au Mali, le président Issoufou Mahamadou a rappelé les décisions prises par la CEDEAO lors des 3 sommets virtuels sur ce pays. Le Mali a plus que jamais besoin de stabilité pour que les aspirations fortes du peuple malien à la sécurité, au développement soient pleinement satisfaites. Il est du devoir de notre communauté d'assister les Maliens en vue de rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. La junte militaire doit, selon le confrère, nous aider à aider le Mali. Nous fondons l'espoir qu'elle répondra favorablement aux mesures prises par notre communauté. D'autres partenaires stratégiques du peuple malien fondent le même espoir. Et pour finir, nous apprenons du canard déchaîné qu'en ce qui concerne les pluies diluviennes, le chef de l'État a apporté son soutien et son réconfort aux sinistrés de Saga. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, a visité mardi matin le quartier Saga dans le 4e arrondissement communal de Niamey, inondé suite aux récentes pluies et à la remontée des eaux du fleuve Niger. Les pluies continuent et malheureusement les inondations continuent aussi en provoquant d'immenses dégâts comme on vient de le voir ici à Saga, a dit le président Issoufou Mahamadou à l'issue de cette visite. Face à la situation, le gouvernement organise la solidarité avec les populations sinistrées, a-t-il indiqué. Nous avons conçu et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement à Niamey, mais sur l'ensemble du territoire national, a affirmé toujours le chef de l'État. Le président de la République a rassuré par ailleurs les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d'être prises pour les reloger, pour les appuyer en alimentation, en vivres, etc. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.